Si vous regardez dans le monde moderne, par exemple, et que vous essayez de prédire le nombre de partenaires sexuels disponibles pour un homme donné, votre meilleure mesure prédictive de cela est le revenu. Et la meilleure mesure prédictive du revenu est l'intelligence et le travail. Les femmes ne sont pas après les ressources, c'est faux. Elles sont après les facteurs qui prédisent les ressources. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons montré aux femmes plusieurs photos du même gars. Sur les photos, le gars était dans 4 conditions. Donc, un gars était pauvre et inutile. Un autre était riche et inutile. Un autre était riche et utile. Et un autre pauvre et utile. Le riche et inutile a gagné à la loterie et recevait 4 000 € par mois pour le reste de sa vie. Peu importe combien il était inutile, il ne pouvait pas tout gaspiller, il avait des ressources. Le pauvre type inutile, nous n'avons pas besoin de le définir, tout le monde comprend. Le gars riche utile, bien, c'est facile à comprendre aussi. Le pauvre utile travaillait pour une agence non gouvernementale. C'était une organisation caritative. Il avait donc un statut professionnel élevé, mais un faible revenu, et cela n'était pas prêt de changer. Nous avons donc demandé aux femmes d'évaluer ces hommes sur un tas d'attributs différents, y compris la personnalité, mais aussi sur la possibilité de sortir avec eux et sur la probabilité d'envisager une relation à long terme avec chacun d'eux. Et la richesse n'avait aucun effet principal. Le seul effet était l'utilité. Donc, le pauvre gars utile et le riche gars utile étaient attirants. Plus attirants pour les femmes que les 2 gars inutiles, indépendamment de leur statut socio-économique. Et les femmes jugeaient les gars utiles comme étant meilleurs en raison de leur ouverture d'esprit et de leur conscience, ce qui était plutôt intelligent. Parce que l'ouverture d'esprit est fondamentalement l'intelligence et la conscience est le travail acharné. Et ce sont les meilleurs prédicteurs de la réussite socio-économique. Et puis, vous savez qu'il y a certaines caractéristiques physiques, comme les épaules larges et la taille étroite chez les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez 60 personnes, disons que si vous prenez 60 femmes et que vous leur montrez un groupe d'hommes et vous leur demandez de les classer en termes de leur attractivité, il y aura des classements assez cohérents, vous savez. Je veux dire que nous savons ce qui constitue des caractéristiques faciales attrayantes pour les femmes et pour les hommes. C'est facile à déterminer. Il suffit de prendre 60 visages et vous faites la moyenne des traits. Vous obtenez la personne idéale. Et la personne moyenne idéale a des traits parfaitement symétriques qui sont joliment formés et des hommes assez grands et ils sont très beaux. Ils sont très séduisants. Cela signifie qu'il y a une forme humaine centrale que nous trouvons attirante, que nous trouvons attrayante. Et nous voyons cela dans d'autres espèces. Par exemple, il y a des papillons qui ne s'accoupleront pas avec un autre papillon s'il y a un décalage d'un 16e de pouce par rapport à la symétrie. Parce qu'alors, ce n'est pas un papillon du même type. Et c'est comme ça que les gens pensent aussi. Plus vous vous écartez de la personne moyenne, moins vous paraissez humaine canonique et moins vous êtes attirant. Vous savez que nous poursuivons cet idéal dans un certain sens. C'est une propriété émergente de la nature de notre espèce. Il y a un idéal platonique qui se cache au fond de notre esprit, auquel nous comparons tous ceux que nous rencontrons. Il y a une étude amusante faite par celui qui a créé l'un des plus grands sites de rencontres. Il a regardé comment les femmes évaluaient les hommes et elles évaluaient l'homme moyen de 50% à 15%. Donc, 85% des hommes étaient en dessous de la moyenne selon les évaluations des femmes. Beaucoup d'hommes sont pétrifiés par les femmes. Ils ne les abordent pas du tout. Ils n'ont aucune idée de comment leur parler. Ils sont juste pétrifiés dans l'immobilité. Et c'est beaucoup plus commun que vous ne le pensez. Et donc, cela engendre du ressentiment, comme vous ne pourriez l'imaginer. Vous savez, si vous êtes sympathiquement rejeté par les gens, c'est souvent à cause de vos propres insuffisances, que ce soit du fait d'un manque de courage ou un manque de compétences sociales ou autres. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Oh, personne ne m'aime, mais je suis une bonne personne ». Si tout le monde vous rejette, c'est que quelque chose ne va pas. C'est probablement profond
est difficile et ça va être horrible à réparer. Et donc, ce n'est pas du tout un problème trivial. Nous avons divergé de l'ancêtre commun entre nous et les chimpanzés il y a environ 6 millions d'années. Voici pourquoi, au moins en partie, les femelles de chimpanzés sont des femelles non discriminantes. Elles s'accouplent avec n'importe quel mâle quand elles sont en chaleur, ce qui n'est pas le cas des femelles humaines. Ainsi, n'importe quel mâle est autorisé à accéder à la femelle, et donc les mâles dominants chassent les autres mâles et sont plus susceptibles de laisser une progéniture. Mais ce n'est pas à cause du choix de la femelle. Ce n'est pas le cas des êtres humains. Les femelles humaines pratiquent l'hypergamie, et c'est aussi vrai au niveau interculturel. Les femmes s'accouplent à travers et vers le haut des hiérarchies de dominance. L'homme s'accouple à travers et vers le bas de la hiérarchie de dominance. L'attractivité d'une femme vis-à-vis d'un homme n'est pas du tout déterminée par son statut socio-économique. Le statut socio-économique d'un homme est un déterminant majeur de son attirance envers une femme. Et ce n'est pas non plus sa richesse, car cela a été testé. C'est sa capacité à générer et à être productif et à partager. Parce que cela bat la richesse à plate couture. La richesse peut disparaître, mais la capacité à être productif et à partager, c'est beaucoup plus important. Et pourquoi ne pas être choisi sur cette base ? Surtout parce que les femmes doivent avoir des enfants. Et les enfants rendent les femmes dépendantes. La femme recherche juste logiquement, rationnellement et d'un point de vue évolutif quelqu'un qui est assez utile pour lui donner un coup de main. Donc, les femmes sont très exigeantes envers les hommes. Et ce n'est pas étonnant. Mais le fait est que, parce que les femmes se sont engagées dans l'hypergamie, ou au moins en partie, nous avons divergé assez rapidement des chimpanzés parce que la pression de la sélection que les femmes ont exercée sur les hommes a développé l'espèce entière. Il y a deux choses qui se sont passées d'après ce que j'ai pu voir. Les hommes étaient en compétition pour la compétence, disons. Donc, la hiérarchie masculine est un mécanisme qui pousse le meilleur homme au sommet pratiquement par définition. L'effet de ce mécanisme est multiplié par le fait que les femmes, qui sont hypergames, choisissent à partir du sommet et que les mâles les plus compétents ont plus de chances de laisser une descendance, ce qui semble être le moteur de notre expansion cérébrale par exemple, ce qui s'est produit très rapidement au cours de l'évolution. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour en avoir plus. À bientôt sur Espace Motivation.